Malgré une réputation qui semble transgressif et borderline, le cinéma d'horreur reste une industrie à rentabiliser. On ne compte plus le nombre de films appartenant à un label horrifique singulier. Leur point commun, la base de construction du film zéro qui permet d'aboutir à la création d'une chaîne s'éloignant peu à peu du chemin établi pour satisfaire et proposer de l'originalité au public visé. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la montée fulgurante d'une de ces sagas d'horreur, l'une des plus récentes à ce jour. Je veux bien entendu parler de la série de films Saw. La saga policière controversée ayant fait couler beaucoup d'encre, mais qui a su prouver que torture porn et argent arrivent parfois à faire bon ménage. Même si elle comporte beaucoup de défauts, notamment vers certains épisodes, elle a su sortir tous ses films au cinéma, proposer encore des suites jusqu'à ce jour, créer et vendre des produits dérivés ayant plus ou moins marché, proposer un nouveau concept horrifique original, mais surtout garder une violence grotesque mariée à une restriction d'âge lourde, tout en ayant sa place dans le mainstream. C'est certainement pas les sorties au cinéma qui me contrediront là-dessus. Dans cette vidéo, qui pour une fois parle d'un film controversé connu, nous verrons les travers de cette licence originale. Je tiens à préciser néanmoins avant de commencer que je ne vais pas faire du cas par cas, mais de parler des films sur leur généralité, donc je vais forcément spoiler. Puis comme vous pourrez le constater, je suis l'un des derniers à parler de Saw, alors je dirai certaines choses qui auront déjà été évoquées par d'autres, ce qui est plus que possible puisqu'à part certaines, je n'ai vu aucune vidéo de vidéaste à ce sujet. Maintenant que tout est dit, on va pouvoir commencer. Il raconte les mésaventures du tueur en série Jigsaw, alias John Kramer ou le tueur au casse-tête, un homme victime du cancer du cerveau qui prendra la décision avant de mourir de pourrir la vie des personnes rebuts de la société, comme des arnaqueurs, des alcooliques, des junkies, des dealers, ou même des anciens taulards, sans oublier les personnes ayant commis des crimes ou des actes impardonnables. Mais là où il se démarque d'un tueur lambda, il kidnappe ses victimes afin de les piéger dans des mises en scène macabres et mortelles, le plus souvent contre leur vie. Les victimes sont alors les responsables de leur mort due à leur choix. Même si cela ressemble plus à du ressentiment, il a dans l'idée d'exprimer une justice universelle et corporelle afin de remettre les gens dans le droit chemin. Ce qui ne sera évidemment pas du goût de la police. Ces derniers feront tout pour le coincer. Cependant, le Jigsaw est bien déterminé à leur mettre des bâtons dans les roues, comme piéger certains de leurs membres et même de mettre à disposition des taupes et des adeptes au sein de la police. Les 3 premiers films partent de la cavale du tueur pour terminer avec sa phase terminale. Dans la suite, ce sera la cavale de ses adeptes au sein de la police elle-même. Toute cette histoire se déroule sur 8 films. Vous savez, on n'est clairement pas les pires en termes de restriction d'âge en France. Là où en Angleterre ou aux États-Unis un film est interdit aux mineurs, ce dernier dans notre pays sera passable d'un moins de 12 ans, voire d'un moins de 16, c'est surtout dans de rares cas qu'une interdiction aux mineurs s'applique en France, le fameux Peggy 18. Eh bien tous les films sans exception de la saga Saw bénéficient d'une interdiction au moins de 16, excepté le 3e volet qui est rentré dans l'histoire en faisant partie des films interdits aux mineurs en France. Mais j'y reviendrai un peu plus tard. À titre de comparaison, même La vie d'Adèle avec ses scènes porno n'a pas bénéficié d'une telle restriction. Pourtant le sexe explicite amplifie la restriction ou la rend même responsable. Mais le sexe ne s'applique même pas sur la série. La seule et unique cause est la violence basique, en excluant en plus le viol, la torture ou meurtre sur un enfant ou d'une femme enceinte, l'inceste et la pédophilie. Hormis la pornographie, ces 4 points classent directement un film dans la blacklist, où il contribue. Saw arrive à être dedans sans pour autant choisir la facilité de ces derniers. Mis à part peut-être du 3 qui montre une scène de nudité sous torture, la violence est tellement profonde et grotesque qu'elle est directement cataloguée au rang des films classés X. Franchement, si c'est pas la classe... Mais de quelle façon la saga s'y prend-elle afin de bénéficier du combo parfait ultra-violence et restrictions? Déjà, il faut être honnête, l'interdit est excitant. Regardez, la loi n'autorise pas de consommer de la drogue, pourtant énormément de gens en consomment en France. Les serial killers sont tous des erreurs de la nature que tout le monde devrait oublier, pourtant ils fascinent la société, et juste à voir les vidéos YouTube qui en parlent, ou même les articles numériques, même les films s'y intéressent et s'en inspirent. Deuxième point, la violence grasse est au cœur même de la licence, et dès le premier épisode. Je trouve ça assez hypocrite de prétendre aimer les films uniquement sur la qualité des acteurs, les twists de fin ou la mise en scène. Si ils sont reconnus et appréciés, c'est bel et bien pour la chair et le sang qui, selon moi, est le pilier de la saga. Le cœur de chaque film réside sur les façons de mourir aussi trash que jouissif, inventif que cruel, ridicule que écœurante, tournées de manière à figurer au premier degré, exactement comme Destination Finale. On est horrifié et dégoûté de voir ça, mais en même temps on garde un plaisir voyeuriste et jouissif à être les spectateurs de ces musées de torture. Et d'une certaine façon, Saw fait de nous ses consommateurs. Mais pourtant cette étrange caractérisation était à la base disposée à l'inverse sur le long métrage de James Wan. La violence en second plan et un scénario original en premier. Mais après son succès plutôt inattendu, Darren Lynn Bousman, le réalisateur de ces 3 suites, a décidé de complètement se baser sur ce que les gens en avaient le plus retenu. La principale, je vous la donne en 1000, la violence. La redirection sera surtout visible sur le 3e épisode, là où le 2e essayait de se rapprocher du premier tout en essayant de s'en éloigner. Le 3 assume carrément son côté provoque au détriment du scénario. Ce qui a marché, il accumule le plus gros succès au box-office.
final, l'écriture d'un épisode de Saw est plutôt simple. À part pour l'alpha de la saga, tous ont cette sorte de construction homogène, c'est-à-dire ce schéma. Vous allez très vite comprendre. En introduction, on a une victime piégée par le Jigsaw. La plupart du temps, elle sert à introduire le ton de la violence de l'épisode. Donc, la victime se fait fréquemment piéger dès le début. Ensuite, en ce qui concerne le développement, le long métrage se coupe généralement en 2 parties distinctes, que l'on va appeler phase 1 et 2. Pour la phase 1, il est souvent question de l'enquête du tueur au puzzle. Sur la phase 2, nous suivons l'évolution d'autres victimes du Jigsaw, non pas individuellement, mais bien en groupe. À donner que dans la majorité des films, leur destin sera funeste pour chacun d'entre eux. Ces 2 phases sont alors éloignées ou complémentaires, car elles aident à aboutir à la conclusion qui dévoile un twist final, et sera accompagnée de flashbacks pour carrément faire vriller toutes les croyances et les personnages auxquels on a suivi durant le développement, en nous faisant terminer avec la bande son culte que je pense que tout le monde a déjà écouté une fois sans connaître les films. L'une des premières caractérisations d'un film Saw, avec sa violence, c'est bien entendu les cuts présents dans chaque situation. Ils ajoutent du stress et surtout du dynamisme. Même si certains éléments seront légèrement changés au fil de la saga, on retrouve globalement ce schéma de construction à presque tous les épisodes. Et sans surprise, il est clairement repris du premier volet. Pourquoi s'emmerder à recréer un style différent alors qu'un plan universel et interchangeable est à la merci d'un nouvel opus ? Ce n'est pas un, mais plusieurs univers qui s'entrecroisent. On a pour commencer la série policière télévisée qui concentre des personnages homogènes, simples, dépressifs et non expressifs. Puis, d'un autre côté, on a l'ambiance black metal organique vulgairement violente. Elle montre toute la perversité et le vice présentes dans notre société. D'ailleurs, les réalisateurs n'hésitent pas à utiliser la gamme chromatique afin d'exprimer la violence poisseuse et oppressive. Avec « mais non, pas celle-là, ah, là c'est mieux ». Cette utilisation est surtout là dans les premiers films pour ensuite directement passer à du bleu pâle rouillé. Une idée de style à faire ressortir la chair et le sang. Ce qui saute aux yeux, c'est l'inspiration et la ressemblance au film de David Fincher, Seven. À la seule différence qu'il applique les 2 univers avec une certaine justesse. Donc, la nuance est bien retranscrite. Pour la saga Saw, ce ne sera pas le cas. Les différents réalisateurs les retranscritent d'une façon à être non apte pour le cinéma, mais plus en tant que téléfilm. Mort, parce que je n'avais pas que survécu. J'étais revenu à la vie. Et elle était à moi, cette vie. Depuis le début de la vidéo, je bassine par la bonne rentabilité de la saga. Alors, est-ce que j'ai raison ? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Le premier Saw a coûté 1,2 million de dollars pour en rapporter 103,9 millions. Je ne sais pas si certains d'entre vous s'en rappellent, à l'époque, Saw pesait tellement dans le game que l'on avait droit à une sortie tous les ans au cinéma. Exactement comme Harry Potter. Saw sortait dans la période d'Halloween pour une percussion optimale. Eh bien, je peux vous dire que les suites y sont clairement pour quelque chose. Donc, comme on peut le constater, le budget arrive toujours à ne pas dépasser les 20 millions. Même le 7 reste dans la limite. Ils ont toujours été rentabilisés, même pour le 6 qui a eu le plus bas score au box-office. Merci Google. Cependant, on peut tout de même voir une très grosse baisse à la fin du 3e. Malheureusement, les critiques auront raison de l'orientation de la licence grandement modifiée par les producteurs à partir de la fin, jusqu'à le 7e volet, qui a bizarrement rebasculé le destin de la saga. Ces défauts n'ont pas changé, seulement la nostalgie du public, ainsi qu'une limitation plus grande pour la sortie au cinéma, ont été des atouts valorisants. La saga est discutable, tout repose sur la violence organique dont Saw étale son marketing. C'est sans surprise que les films deviennent très vite redondants, voire affreusement prévisibles. Ceux qui ne connaissent pas, vous regardez les 3 premiers et franchement, vous en aurez très vite fait le tour. À mon avis, les producteurs ont commis une erreur de continuer les films. S'ils auraient choisi d'en faire une série, tous ces défauts seraient un poil compréhensibles. Imaginez une seconde ce que serait devenue la licence si elle aurait été une série, issue bien entendu du film de James Wan. Elles auraient en plus bénéficié de sa sulfureuse réputation pour devenir comme d'autres séries. Enfin bref, en faire des films a été bien entendu plus simple, que ce soit au niveau du budget ou du scénario. Arrêtez. La partie est terminée. Je vais avoir ta mort. Ça paraît peut-être évident, mais Saw n'est clairement pas la première licence à commencer en bien, puis à se faire récupérer et vider par des producteurs avides de libéralisme. La licence est juste la dernière de la famille, comparée à tous ses cousins-cousines qui tentent de survivre en restant dans la sphère du bis à petit budget. Lionsgate est très bien décidé à ne pas baisser les bras en essayant d'apporter des reboots au grand public. Reste à voir si les résultats du box-office et des critiques seront une aubaine ou alors le coup de grâce.